monte la caméra, pourquoi? Je vois bien, mais pourquoi le faire? Bah, j'ai envie de faire une émission sur le net, quoi. Et tu vas parler de quoi? Bah... non. Stop talking about comic books or I'll kill you. I don't care if the Hulk could defeat the Man of Steel. I'm gonna rearrange your face if you continue to debate whether Logan's claws could pierce Steve Rogers' shield. I just couldn't care less if they bring back Kraven. And I don't care if Spider-Man's a clone. Stop spending all our cash on back issues. C'est vraiment un sujet bien racoleur pour une première émission. Un personnage qui plaît et qui est connu de beaucoup de gens. Il faudrait également que je parle des origines de quelqu'un, quoi. Tant qu'à faire une première émission, autant rester sur des numéros 1. Et puis un truc de qualité aussi, quoi. Un truc bien. Racoleur, populaire, de qualité, racontant des origines. Mais... Yeah. Batman. Existe-t-il aujourd'hui un super-héros plus populaire que Batman? Que l'homme chauve-souris, que le meilleur détective du monde? Que monsieur... Je suis la nouille? Dracula, ça. Ouais, je sais, j'ai chié mon imitation. Enfin bon, bref, Batman est décliné partout, que ce soit en film, en dessin animé, en jeu vidéo, en livre-jeu de type Où est Charlie, ou même en livre d'enquête, il est fracking everywhere. Du coup, ça me semble un peu important de voir d'où vient ce chevalier noir, et aussi pourquoi pas de voir quelle est la version de ses origines qui a le plus marqué la conscience collective. Batman a donc commencé sa carrière en 1939, dans le numéro 27 de la série Detective Comics, un magazine paraissant chaque mois, en tant que personnage créé par Robert Kahn, qui préfère depuis se faire appeler Bob Kane, et Bill Finger. Il a même le droit à la couverture pour sa première apparition. Et pour cause, il est créé pour contrebalancer un autre personnage phare de l'éditeur, Superman, un personnage créé il y a à peine un an, c'est encore un nourrisson, il est en super couche, et qui est déjà un considérable succès, avec plusieurs titres qui lui sont déjà consacrés, comme Adventure Comics ou le titre Superman. Normal. DC, qui s'appelait encore National Comics à l'époque, tente alors de retenter de l'exploit, et de créer un personnage qui marquera autant les esprits. Pas la vache, ils ont réussi au moins. C'est pas peu de le dire, et pourtant c'était vachement mal parti à la base. Voyez-vous, Bob Kane souhaitait créer un opposé à Superman. Puisque ce dernier s'habille en bleu et a le cheveu noir, il décide alors de créer un homme blond, qui s'habille en rouge. Il s'inspire aussi d'un personnage de Flash Gordon appelé Hawkman. Non pas celui que vous connaissez peut-être, mais celui-là. C'est vachement moins la classe, ouais. Ses autres inspirations seront Zorro, donc le personnage sera masqué, et les travaux de Léonard de Vinci sur le vol. Il décide donc d'affubler son perso d'ailes mécaniques et de l'appeler... Birdman. Oui, voilà d'où vient le titre du fil qui défraie la chronique en ce moment et qui rafle toutes les récompenses. Ça a juste titre, certes. Bon, pour en revenir au projet originel, je pense que la stupidité de ce concept est déjà flagrante. Je vais juste me permettre une remarque. Quand le seul autre personnage connu qui s'habille en pyjama rouge est Super Dingo, on est clairement sur un mauvais projet. Et heureusement, son partenaire, Bill Finger, pense la même chose que n'importe qui de sensé. Il lui fait judicieusement remarquer qu'un personnage nommé Birdman ne marchera pas. Si seulement il voyait le succès du film au box-office aujourd'hui. Ce fut donc Bill Finger qui amena l'idée d'une chauve-souris, d'amener d'autres éléments, comme le commissaire Gordon, et plus tard la Batcave, la Batmobile, Robin et même Alfred. Bref, c'est Bill Finger qui a créé le Batman que nous aimons et connaissons aujourd'hui, pour la plupart. Je vous laisse deviner qu'il n'a pas été crédité. Ouais, c'est ça. Bill Finger n'a jamais été crédité officiellement pendant très longtemps, tout simplement parce que Bob Kane a oublié de le mentionner lors de la création du contrat et des droits à DC Comics. Oups. C'est d'ailleurs Finger qui a écrit la toute première apparition de Batman dans le déjà mentionné Detective Comics numéro 27. Je vous fais un topo rapide de l'action. Bruce Wayne, millionnaire oisif,
Il discute avec son ami, le commissaire Gordon, quand celui-ci reçoit un coup de fil. Lambert, le roi de la chimie, vient de se faire assassiner. Se rendant sur les lieux avec un Bruce Wayne qui n'avait rien de mieux à faire apparemment, ceux-ci apprennent que Lambert est retrouvé mort par son fils, le coffre-fort ouvert et de mystérieux contrats qui se sont évaporés. Bref, Bruce Wayne s'absente pour des raisons qui restent inexpliquées et décide de rentrer chez lui. Et dans la nuit noire et obscure, un des 3 associés de Lambert se fait assassiner. Mais pendant que les meurtriers s'enfuient, une silhouette apparaît et les tabasse, récupérant les documents. Se rendant compte que l'un des 3 associés de la société Apex Chemical est derrière ces meurtres, il se rue chez le commanditaire signalé dans le document. Oui, ils sont un peu cons comme bandits, je sais. L'être, tout de noir vêtu, arrive à temps pour empêcher le dernier membre encore en vie du contrat d'être gazé. Oui, je sais, c'est pas pratique, mais c'est comme ça. Il révèle le pot en rose et s'en va. Le lendemain, le commissaire raconte l'histoire au jeune héritier, Bruce Wayne, que l'on voit finalement être dévoilé en tant que Batman par le narrateur dans les cases finales. Ce scénario, et le personnage de Batman d'ailleurs, peuvent sembler originaux à première vue. Mais c'est une copie du personnage de Shadow. Personnage de Shadow qui est d'ailleurs lui-même une copie d'un personnage français. Mais j'en parlerai plus tard. Si, genre plus tard dans une autre vidéo. Bref, l'histoire est en effet une copie de l'histoire Partenaire du Péril du Shadow, sortie en roman pulp, qui sont des magazines peu chers relatant des aventures rocambolesques en roman. Il est en effet flagrant de voir beaucoup d'éléments réutilisés entre les 2 histoires, que ce soit le commissaire, la bagarre sur le toit, ou encore l'utilisation de la machine à gaz. Avant de huer Bill Finger, il faut savoir qu'il n'a pas fait grand mal. Déjà, le plagiat était une pratique courante à l'époque. Et en plus, Bill Finger était tout seul sur ce projet. Il était donc tout seul sur un projet de 6 pages, qu'il devait réaliser en quelques jours seulement, où il faisait tout, donc le scénario, le dessin, tout ça. Donc, oui, il ne savait pas qu'à l'époque, il créait l'origine du super-héros le plus aimé actuellement. Non, finalement, le gros problème de cet emprunt, c'est que Batman est du coup une copie du personnage du Shadow, qui est aussi un millionnaire qui la nuit se vêtit de noir et de gris pour rendre une justice aussi quelque peu expéditive. Et il utilise des armes à feu aussi. Ce qui est pourquoi, pendant un court moment, Batman utilisera aussi des pistolets, comme par exemple dans Detective Comics numéro 32. Quoi ? Mais Batman n'utilise pas d'armes, enfin. Il les déteste, c'est ce qu'a pris la vie de ses parents, non ? En plus, Batman, de base, il veut pas tuer. Je connais très peu sur Batman, mais ça, c'est pas de base. En effet, mais bon, tu vois, Batman, il a pas encore d'origine, tu vois. En effet, l'histoire des origines apparaît dans le Detective Comics suivant, le numéro 33. Je rappelle quand même que Batman est apparu dans le numéro 27, donc il se passe un petit temps quand même. Numéro 33, où l'on découvre donc la mort de ses parents, son serment de venger leur mort en combattant les criminels, et son inspiration de son symbole quand, alors qu'il cherche une idée de costume pour inspirer la peur dans le cœur des criminels, ces êtres lâches et superstitieux, une chauve-souris rentre par la fenêtre. Et tout ça en seulement 2 pages. Avant ça, et donc pendant 6 mois, Batman sortait de nulle part, ce qui contrastait encore plus avec Superman, qui lui avait eu d'emblée son histoire révélée. Faut dire aussi que Batman c'est un type normal, donc Superman c'est un alien, donc du coup forcément faut en parler direct. Quant au reste de la mythologie de l'homme chauve-souris, celle-ci arrivera avec le temps. Robin débarquera dans Detective Comics numéro 38, afin d'attirer les plus jeunes lecteurs, et aussi pour qu'il arrête enfin de parler tout seul sans arrêt. Sans rire, Monsieur Wayne, je pense qu'il va falloir faire soigner, là. Que vous déguisiez en chauve-souris pour davasser du bandit passe encore, mais que vous parliez tout seul, ça jamais, Monsieur Wayne. Alfred, le célèbre domestique, apparaîtra en avril 1943, dans le Batman numéro 16, mais il est alors un gros majordome maladroit et empoté, qui est présent juste pour faire rire. Suite à son apparition en un personnage maigre et à moustache dans un serial, c'est-à-dire un petit film de ces années-là, il prendra son apparence actuelle en janvier 1944, lors d'une cure dans un sauna. Ouais, c'est la raison officielle dans le comics. Mais son caractère subtil et son importance pour Batman ne viendront qu'avec le temps. Comme quoi ce n'est pas nouveau que les films influencent les changements dans les comics. Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. D'ailleurs, une petite anecdote sympa à propos d'Alfred, son père est supposé s'appeler Jarvis, qui sera plus tard repris par Marvel pour nommer le majordome de Tony Stark, et qui deviendra du coup par extension le majordome des Vengeurs par la suite. C'est aussi de là que vient le nom de l'intelligence artificielle dans les films Marvel. Parce que je suppose qu'un majordome en film, ça fait trop daté, irréaliste... Ça fait trop comics, je suppose. And now for something completely different. Batman Year One, ou Batman année 1 pour les anglophobes non anglophones,
est une saga publiée à la base sous les numéros 404 à 407 du magazine Batman, datant de 1987. Pourquoi avoir besoin de nouvelles origines, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que mon comics préféré de tous les temps est passé par là, à savoir Crisis on Infinite Earths. Et que dans son sillage, il a rebooté tout l'univers d'ici. Du coup, on a besoin de nouvelles origines, et donc du coup, on a besoin du présent livre. Dessiné par David Mazzucchelli et écrit par Frank Miller, il s'agit non seulement de la version des origines de Batman la plus connue et aimée, mais aussi l'un des comics les plus aimés par la critique, qu'elle soit professionnelle ou de la part de simples fans. L'histoire est simple. Bruce Wayne, 25 ans, rentre à Gotham après 12 ans de voyage à travers le monde pour s'entraîner aux arts martiaux et à l'art du détective. Au même moment débarque un Jim Gordon désabusé, muté de Chicago avec sa femme enceinte. Tous les deux sont amers et clairement conscients de la corruption régnant à Gotham. Gordon ne s'intègre pas parmi les flics corrompus de Gotham, mais se fait agresser par ses collègues, qui menacent même de faire de même sur sa femme enceinte. Pendant ce temps, Bruce Wayne s'entraîne en détruisant des briques et des arbres. C'est dire qu'après on se demande pourquoi Poisoneville lui en veut. Bref, presque 2 mois après son retour à Gotham, Bruce tente une première excursion, déguisé en homme du peuple. Mais tout tourne mal et il finit par se battre contre un Mac et poignardé. C'est là que Selina Kyle, prostituée, le combat, avant d'être interrompu par la police, qui lui tire dessus et l'embarque, saignant fortement. Il s'échappe, mais refuse de laisser les 2 flics mourir dans l'explosion de leur voiture et les sauve. Il arrive à retourner à sa voiture et rentre au manoir, tandis que Gordon file chez Flash, son collègue et un de ses agresseurs, pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Bruce est rentré chez lui, saignant, et se perd dans ses délires, se demandant quoi faire et refusant d'attendre plus longtemps pour réaliser sa vengeance, préférant mourir que d'attendre. C'est alors qu'une chauve-souris débarque par la fenêtre. Il la prend pour un présage. Oui, père, il deviendra chauve-souris. D'autant pourtant qu'il n'est pas aveugle, qu'il ne chie pas partout et qu'il ne dort pas la tête en bas. Enfin bref. À partir de là est né Batman, que nous voyons faire ses premiers pas, hésiter et faire des erreurs. Batman va même aller jusqu'à aller effrayer le gratin de la pègre, dont fait partie le commissaire Loeb, et le parrain de la mafia, Falcone, dit le Romain. Ceux-là font pression sur la police pour neutraliser le Batman, tandis que Gordon commence à se faire une petite renommée de policier héros. Batman est finalement coincé dans un immeuble à l'abandon et... comment dire, ils y vont pas de main morte. Le bâtiment reçoit du napalm, un vagabond squattant là meurt brûlé, et un commandant du SWAT débarque pour finir le boulot. Pendant ce temps, la population se rassemble, tirée par le bruit, dont Selina Kyle. Batman ridiculise le commando, allant jusqu'à appeler une nuée de chauves-souris pour s'échapper, faisant passer Batman pour un héros. Et après tout, il arrive sous le feu nourri des balles à sauver un chat qui ira se réfugier dans les bras de Selina Kyle. Parce que... symbolisme. Pendant que Bruce Wayne reprend des forces et se dit qu'il lui faut l'appui de la police pour réussir sa mission, Jim Gordon commence, lui, à tromper sa femme enceinte avec Sarah Essen. Une de ses collègues et Selina Kyle s'achètent un costume. Catwoman est née. Essen est mutée, ne voulant pas que son histoire avec le commissaire ne tue le couple du commissaire. Mais le mal est fait. Le commissaire Loeb, corrompu de chez corrompu, le fait chanter et le menace de tout révéler à sa femme si celui-ci n'arrête pas de combattre la corruption de la police. Après avoir eu une petite entrevue avec Bruce Wayne, qu'il soupçonne d'être Batman, parce qu'il n'est pas complètement teubé, Gordon avoue tout à sa femme, afin de continuer son combat contre la corruption galopante de Gotham. Pendant ce temps, Batman espionne le Romain Falcone, et sauve Catwoman qui venait attaquer le parrain. Il apprend tout de même que le Romain a engagé des hommes pour faire taire Gordon. Celui-ci justement est appelé en urgence au poste, mais croise une moto suspecte rentrant chez lui. Il fait demi-tour à fond, mais son bébé se fait enlever. La moto démarre derrière lui, mais Gordon tire sur le motard et s'empare de l'engin, filant les kidnappeurs. Le motard se relève, enlève son casque et montre son visage à Madame Gordon, qui le laisse partir. Au terme d'une course-poursuite effrénée, le bébé tombe d'un pont, mais le motard plonge à sa suite et parvient à le sauver. Celui-ci rend son enfant à Gordon, qui a perdu ses lunettes et ne peut donc clairement le voir. Néanmoins, il sait que le motard est Batman. Le comics se termine sur un toit enneigé, alors que le désormais commissaire Gordon attend un ami pour l'aider à coincer un nouveau venu, un certain Joker. T'as tout spoilé, bravo. Franchement, je pense pas que c'est en parlant de façon succincte d'une œuvre qu'on arrive à lui rendre justice. Et ce comics mérite qu'on lui rende justice. Ce comics est un classique, un chef-d'œuvre, malgré 2 petits reproches que je peux lui formuler, qui ont tout trait au scénariste Frank Miller. Tout d'abord, l'action paraît un peu disproportionnée à un moment. Napalmer un immeuble, vraiment, en pleine ville, pour un seul type?
peu heureusement qu'il vise bien, imaginez que ça tombe à côté. Tout ça pour une certes magnifique scène d'action, mais qui tire un peu trop sur ma suspension d'incrédulité, alors que tout le reste du récit est merveilleusement réaliste. Comprenez-moi bien, dans un comics où Batman voyageait dans le temps ou rencontrerait des aliens, ça passerait. Mais pas dans une œuvre où tout est fait dans un cadre aussi merveilleusement réaliste. Pas quand tout est fait pour me dire ce que ça pourrait se passer dans une ville de notre monde. Enfin, et là ça m'énerve vraiment, Catwoman était une prostituée. Vraiment. Là c'est symptomatique de Miller, ou plutôt de ce qu'il deviendra en écrivant Sin City. Toutes les femmes sont sexualisées à l'extrême, et énormément d'entre elles deviennent entre ses mains des personnages qui sont des prostituées ou des femmes, mais qui n'existent qu'en tant qu'objets sexuels. Des exemples? Eh bien par exemple Karen Page, l'assistante secrétaire de Daredevil depuis le premier numéro, devient une actrice de film X et accro à l'héroïne. Pratiquement tous les personnages féminins de Sin City, et depuis pratiquement tous, le deviennent. Même Wonder Woman est réduite pour lui à l'objet sexuel de Superman, bon sang, alors que c'est l'héroïne ultime. À part ces deux points qui m'énervent vraiment, le comics mérite sa réputation. Les dessins sont magnifiques, le sens du réalisme est le plus élevé que j'ai jamais rencontré dans un comics. L'histoire est presque sans défaut, et plus que tout, les dialogues sonnent incroyablement justes. Si vous aimez Batman, c'est presque criminel de ne pas lire ce comics. Un comics qui a laissé sa marque non seulement dans l'univers des comics, le commissaire Loeb et le Falcon et le Romain devenant dès lors des personnages emblématiques des débuts de Batman, cités dans des œuvres telles que Un long Halloween ou encore L'homme qui rit, mais pas que. Il a largement inspiré la trilogie de Nolan par exemple, qui a même repris des passages tels quels. La fin de Batman Begins, c'est la même fin que Batman Year One sur le toit. Mais aussi des jeux vidéo tels que Batman Arkham Origins, où le nom de Loeb peut par exemple se faire entendre. Enfin, le comics a été adapté en dessin animé en 2011, et il vaut le détour, bien qu'il y ait une adaptation presque case par case du comics. T'as fini du coup? Ouais, je pense. J'ai un peu peur en fait, c'est ma première fois, tu sais. Bof, tu veux en faire d'autres? Ça ouais, non, je suis bien motivé là. Et ça parlera de quoi sans être trop indiscret? Ça, tu sais, c'est une prochaine histoire. Mais enfin bon, moi je suis un peu fatigué, je te laisse, je vais aller faire un bonhomme de neige. Pardon.